Pendant un dîner avec toute la famille, j'étais en train de cuisiner quand mon mari a soudainement exigé le divorce. J'ai calmement retiré mon tablier, accepté, pris mon sac et je suis parti. Cette nuit-là, il a paniqué, m'a appelé sans arrêt, a pleuré et m'a supplié de revenir. Dîner de famille. J'étais en train de cuisiner. Mon mari m'a soudainement forcé à divorcer. J'ai posé ma spatule et je suis parti. Cette nuit-là, mon ex-mari a fait exploser mon téléphone, pleurant et me suppliant de revenir. La vie de famille est remplie d'une myriade de saveurs. Les vrais sentiments se révèlent dans les moments de joie et de chagrin, et la nature humaine montre son vrai visage lorsque les gens se rassemblent. Samedi matin à 9h. La serrure de la porte d'entrée a cliqué doucement. 7 ou 8 personnes de la famille de mon mari, transportant quelques sacs de chips bon marché et des fruits achetés en chemin, sont entrées dans la maison de banlieue que je partageais avec mon mari, Julien. Le salon fut instantanément rempli de bruit. Les adultes bavardaient, les enfants chahutaient. Toute l'atmosphère domestique animée de la maison était concentrée dans la pièce de devant, laissant la cuisine comme mon champ de bataille solitaire. Aujourd'hui, c'était le rassemblement mensuel obligatoire de la famille Dubois. Pendant nos 3 années de mariage, c'était la règle tacite. Chaque fois que sa famille venait pour un repas, du lavage et de la découpe des légumes au rôtissage, au bouillonnement et au sauté, de la préparation initiale au nettoyage final, je m'occupais de tout, toute seule. Julien et ses parents n'ont jamais levé le petit doigt pour aider. Au fil du temps, toute la famille a considéré mon dur labeur comme acquis. Voyant ma souffrance silencieuse comme la norme, j'ai noué les ficelles de mon tablier en coton délavé, me suis glissé dans la cuisine et j'ai tiré la porte coulissante en verre à moitié pour bloquer le chaos du salon. Le réfrigérateur était rempli de produits frais que j'avais achetés au marché fermier à l'aube. Du saumon de l'Atlantique frais, un magnifique rôti de côte de bœuf marbré, divers légumes de saison, des champignons biologiques et des desserts spéciaux préparés spécifiquement pour les parents âgés et les enfants. Les ingrédients couvraient entièrement l'îlot de cuisine. J'ai ouvert le robinet, laissant l'eau couler sur les asperges croquantes. Mes doigts ont rapidement cassé les extrémités ligneuses, les organisant soigneusement dans la passoire. La planche à découper était impeccablement propre. Mon couteau bougeait avec une précision rythmique. Les pommes de terre étaient parfaitement coupées en dés pour la purée. L'ail et le gingembre haché, les piments émincés, et tous les ingrédients secondaires étaient classés et disposés proprement. Chaque étape était rodée et fluide, sans la moindre hésitation. La voix aiguë de ma belle-mère a percé la porte vitrée, résonnant clairement dans la cuisine. Elle se vantait auprès de la famille, mais ses mots étaient truffés de piques à peine voilées dirigées contre moi. Notre Julien a tellement de chance. Il a épousé une femme si compétente. Il n'a jamais à se soucier d'une seule chose à la maison. Elle garde tout parfaitement organisé à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est juste que parfois, sa personnalité est trop terne. Elle n'est pas assez extravertie. Elle fait à peine un effort pour créer des liens avec la famille. Les proches ont acquiescé. Quelqu'un a ri et a ajouté, on ne voit plus beaucoup de jeunes femmes travailleuses de nos jours. Camille est vraiment traditionnelle. C'est difficile de trouver une épouse traditionnelle aujourd'hui qui s'occupe réellement de sa maison au lieu de donner la priorité à ses propres affaires. Ces compliments semblaient agréables, mais chaque mot était une chaîne. Ils n'ont jamais pensé que mes efforts étaient un retour d'un amour sincère. Ils ont simplement supposé que c'était mon devoir fondamental d'épouse et de belle-fille, une obligation que je devais remplir. Si je faisais la moindre erreur, je serais étiquetée comme paresseuse et ignorante. Je n'ai pas arrêté ce que je faisais, gardant la tête baissée pour préparer la nourriture. Le saumon était nettoyé et j'ai incisé la peau uniformément, la frottant avec un peu de sel de mer, de citron et de vin blanc pour la faire mariner. Ensuite, j'ai préchauffé la cocotte, me préparant à mijoter un riche ragoût de bœuf. Les brûleurs de la cuisinière bourdonnaient régulièrement. L'eau dans la casserole a commencé à bouillir et l'arôme savoureux des ingrédients a lentement rempli la cuisine. Vers 11h, tout le travail de préparation était terminé. J'ai augmenté le feu, versé l'huile d'olive et commencé à cuisiner les plats un par un. La hotte aspirante ronronnait doucement, masquant une partie du bruit extérieur, mais les commentaires pointilleux du salon parvenaient encore à mes oreilles, mot pour mot. Mon beau-père était assis dans le fauteuil inclinable, tenant son thé glacé, son ton dégoulinant d'un jugement condescendant alors qu'il parlait lentement à travers la porte. La nourriture semble assez ordinaire aujourd'hui. La dernière fois, les légumes rôtis étaient trop fades,
complètement sans goût. J'espère que cela conviendra à notre palais cette fois. Quand on gère un foyer, la qualité de la cuisine est la meilleure façon de juger de la capacité d'une femme à gérer une maison. Immédiatement après, la cousine de Julien a ajouté d'un ton moqueur, « Camille est-elle habituellement aussi radine ? Je jure que le menu dans cette maison est exactement le même toute l'année. Elle déteste acheter des ingrédients de première qualité. Une femme ne devrait pas être si avare. Il faut dépenser l'argent là où ça compte. Sinon, la vie est tout simplement trop déprimante. » Ça donne l'impression que Julien ne peut même pas se permettre de la nourriture décente pour sa famille. C'est embarrassant. Je faisais sauter la poêle. L'huile chaude grésillante faisait fondre la graisse du bacon, remplissant l'air d'un arôme riche et savoureux. La poêle crépitait bruyamment. Pendant toute la matinée, pas une seule personne n'est entrée dans la cuisine pour me demander si j'avais besoin d'aide. Personne n'a demandé si j'étais fatigué. Ils étaient tous assis sur les canapés à boire des boissons, à manger des bretzels et à bavarder, n'utilisant leur bouche que pour mépriser et juger les fruits de mon travail. La voix de Julien est intervenue au bon moment. Pas un seul mot de défense. Seulement des échos approbateurs et d'autres critiques. C'est comme ça qu'elle est. Rigide et bon marché. Elle fait tout à la lettre. Aucune créativité. Elle cuisine les mêmes saveurs tous les jours. Elle ne sait pas s'adapter et ne prend jamais la peine d'apprendre de nouvelles recettes. Elle n'y met vraiment pas assez de cœur. Ma main faisant sauter la poêle est restée stable, sans une seule pause. Après 3 ans de mariage, des scènes comme celle-ci étaient devenues monnaie courante. À chaque réunion de famille, ils utilisaient cette méthode passive-agressive, construisant en apparence mon image de femme au foyer compétente tout en me rabaissant publiquement et en m'écrasant devant tout le monde. Leur faisant croire à tous que mes sacrifices étaient attendus et que je n'étais jamais assez bien. Ma belle-mère semblait avoir trouvé le sujet parfait. Plus elle parlait, plus elle devenait énergique, élevant délibérément la voix pour que je puisse entendre chaque mot clairement dans la cuisine. Ce n'est pas seulement la cuisine. En général, le ménage est aussi fait à moitié. La dernière fois que je suis venu, j'ai vu de la poussière dans le coin de la véranda. Les vêtements dans le placard ne sont pas non plus pliés correctement. Les jeunes ne sont tout simplement pas méticuleux. Elle a l'air occupée à la maison tous les jours, mais c'est juste pour la frime, et elle n'a aucune notion de l'argent. La dernière fois, j'ai vu qu'elle avait commandé un tas de produits de soins de la peau en ligne. Des centaines d'euros pour une toute petite bouteille. Notre Julien travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille et elle reste à la maison à profiter d'une vie de luxe, ne sachant pas être économe. Elle n'a aucune idée de la difficulté pour un homme. Ces mots déformaient complètement la vérité. Pendant 3 ans de mariage, j'avais été une femme au foyer à plein temps, m'occupant de chaque corvée, 3 repas par jour, 4 saisons par an, gérant toutes les affaires ménagères triviales. Je n'avais jamais tendu la main pour demander à Julien un seul centime d'argent de poche. Mes propres économies d'avant le mariage et les revenus de mon travail en freelance ont tous été utilisés pour subventionner les dépenses ménagères quotidiennes, acheter de nouveaux meubles et gérer les cadeaux pour les événements familiaux. C'est moi qui assumais la grande majorité des dépenses du ménage. Mais dans leur bouche, je suis devenu quelqu'un qui se la coulait douce et profitait des fruits de son labeur, en dépensant sans compter. Une tante plus âgée s'est jointe à la conversation, son ton semblant doux, mais en réalité rempli de manipulation morale. Camille, ce n'est pas que nous essayons de te critiquer, mais quand une femme se marie, sa famille doit passer en premier. Les hommes subissent beaucoup de pression pour leur carrière. Tu restes à la maison, donc tu dois gérer la maison parfaitement. Soutiens ton mari et fais de cette maison un endroit accueillant pour sa famille. Julien travaille dur pour subvenir à tes besoins. Le moins que tu puisses faire est de tenir une maison parfaite. C'est le travail d'une épouse. Les aînés qui te critiquent, c'est pour ton bien. Ne le prends pas à cœur. Assure-toi juste de corriger ton comportement. J'ai éteint le feu et transféré les accompagnements parfaitement cuits dans des bols en porcelaine blanche, les arrangeant soigneusement. Les brûleurs de la cuisinière se sont allumés en alternance. Carottes glacées, asperges rôties, crevettes à l'ail et au beurre, un plat classique après l'autre sortait des poêles. L'arôme d'une cuisine pleine de nourriture a flotté dans tout le salon. Les enfants réclamaient à grands cris de manger les crevettes fraîchement cuites. Ma belle-mère, tout en décortiquant des crevettes pour son petit-fils, continuait de se plaindre. Il y a trop de sel sur les crevettes et c'est trop cuit. La chair est un peu dure.
N'oublie pas d'utiliser moins de sel la prochaine fois et de raccourcir le temps de cuisson. Si tu ne peux même pas gérer une petite chose comme ça, comment vas-tu tenir un foyer à l'avenir? Du début à la fin, pas une seule personne n'est venue m'aider à laver une seule feuille de laitue, à porter une seule assiette ou à essuyer le comptoir une seule fois. J'avais travaillé sans arrêt du petit matin jusqu'à midi, debout devant la cuisinière pendant plus de 3 heures. J'avais mal au dos et mes paumes étaient brûlantes. Ce que j'ai eu en retour, ce n'était pas un seul « tu as bien travaillé » ou un « merci ». Au lieu de cela, c'était un flot incessant de critiques, d'accusations, de dénigrements et de rabaissements. Julien a passé tout ce temps adossé au canapé, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone. Il levait occasionnellement les yeux pour faire écho à quelques mots de sa famille, validant silencieusement les critiques de tout le monde à mon égard et se joignant même activement au rang pour me démolir. Il regardait mes sacrifices quotidiens et s'y était habitué depuis longtemps. Non seulement il ne savait pas les apprécier, mais il estimait aussi que tout ce que je faisais n'était pas assez parfait. Il y avait toujours quelque chose à critiquer. J'ai sorti le dernier plat, le saumon rôti, du four, l'arrosant d'une sauce chaude au beurre citronné. Avec un grésillement, l'arôme frais s'est instantanément répandu. J'ai levé le bras pour essuyer une fine couche de sueur sur mon front et j'ai levé les yeux vers la famille heureuse et harmonieuse dans le salon. Ils riaient et parlaient, une image d'harmonie vivante. Mais cette harmonie était entièrement construite sur mon endurance et mes sacrifices quotidiens, construite sur la répression et l'épuisement infini de mon esprit. La table était maintenant entièrement dressée dans la salle à manger. C'était un festin massif, parfaitement équilibré avec des viandes et des légumes, des plats chauds et froids, tous impeccablement présentés. Un énorme rôti du dimanche avec la côte de bœuf parfaitement cuite, accompagné d'une demi-douzaine de plats d'accompagnement élaborés et de desserts faits maison. J'ai dénoué mon tablier, les plié soigneusement et les accroché au crochet dans la cuisine. Quand je suis entré dans la salle à manger, tout le monde avait déjà pris place. Les places d'honneur étaient occupées par mon beau-père et ma belle-mère. Julien était assis sur le côté. La foule de parents a naturellement rempli toute la table à manger. Personne ne m'a gardé de place, et personne n'a même tourné la tête pour me regarder. Ils ont habilement pris leurs fourchettes et leurs couteaux et ont commencé à se servir. La nourriture qu'ils venaient de critiquer constamment était maintenant dévorée avec un plaisir absolu. J'ai tranquillement tiré la chaise vide tout au bout et je me suis assise. Juste au moment où j'allais prendre ma fourchette, les critiques à table ont repris, ne montrant absolument aucun signe d'arrêt. Ma belle-mère a pris une bouchée du saumon, ses sourcils se fronçant instantanément. Elle a secoué la tête et s'est plainte devant tout le monde. Regardez ce poisson. Il est sec et dur. L'assaisonnement est trop fade. Il n'a aucune saveur. Servir de la nourriture comme ça aux invités, c'est tout simplement embarrassant. Si tu y avais mis ne serait-ce qu'un peu de cœur, ça ne serait pas sorti comme ça. Dès qu'elle a fini de parler, plusieurs parents autour de la table ont immédiatement fait écho à ses paroles, un par un. Chaque phrase me visant. C'est vrai que c'est trop cuit. Camille est tout simplement trop jeune et pas assez stable. Quand on gère un foyer, la nourriture est le visage de la famille. Si elle ne peut même pas cuisiner un repas correctement, je parie qu'elle n'est pas très soucieuse des détails dans le reste non plus. Mes mains agrippant mes couverts sont restées parfaitement immobiles. Je n'ai pas dit un mot pendant tout ce temps. Pendant 3 ans, chaque réunion de famille s'est déroulée exactement comme ça. Je travaillais toute la journée pour être publiquement humilié à la fin, servant de divertissement et de moyen pour eux d'affirmer leur autorité d'aîné. J'avais toujours toléré, espérant juste une vie paisible. Mais mon compromis, à leurs yeux, avait toujours été perçu comme de la lâcheté et une cible facile pour le harcèlement. Au milieu du repas, l'atmosphère à table est devenue plus bruyante. Mes beaux-parents étaient portés aux nues et loués par les proches, leurs visages étaient rouges, leur confiance en flèche, et leurs attaques contre moi sont devenues encore plus effrontées. Mon beau-père a posé son verre, ses yeux se sont fixés sur moi, son ton porteur d'une autorité dure et indéniable. 3 ans de mariage et tu n'es toujours pas tombée enceinte. C'est ton plus grand problème. 3 ans de mariage et tu ne nous as toujours pas donné de petit enfant. Tu ne ramènes pas un vrai salaire. Tu es assise dans la maison de Julien à dépenser son argent. Qu'est-ce que tu apportes exactement à ce mariage? Au moment où ces mots ont été prononcés, la salle à manger est tombée dans un silence de mort. Tous les yeux se sont tournés pour se concentrer vivement sur moi, remplis de scrutation, de jugement et de l'amusement moqueur de regarder un spectacle.
Avant que je puisse ouvrir la bouche pour me défendre, ma belle-mère a immédiatement sauté sur l'occasion, son ton vif et méchant. C'est exactement ça. Tu fais les corvées à contre-cœur. Tu n'as pas réussi à tomber enceinte, et tu dépenses l'argent sans compter. Notre Julien est jeune, compétent et a une carrière stable. Il y a des fils de filles qui voudraient l'épouser. Tu ne le mérites pas du tout. Les proches ont commencé à suivre le mouvement, prétendant jouer les pacificateurs, essayant apparemment d'arrondir les angles. Ils me mettaient en fait au pied du mur, aidant collectivement mes beaux-parents à faire pression. Camille, les aînés n'ont pas tort. La tâche principale d'une femme après le mariage est d'avoir des enfants et de s'occuper de la maison. Tu ne rajeunis pas, arrête d'être si têtu. Va faire des examens et fais un bébé. Vis juste une bonne vie avec la famille. Ça a été assez dur pour Julien de te supporter pendant 3 ans. Ne sois pas ingrate. Dépêche-toi d'admettre tes erreurs. Concentre-toi sur ton mariage. Fonde une famille et sois une épouse qui soutient son mari, et nous pourrons tourner la page. Pas une seule personne à cette table ne se souvenait de mes 3 années de dévouement à plein temps et sans interruption à la gestion du ménage, à la subvention des dépenses et à tout endurer en silence. Ils se sont seulement focalisés sur des fautes fabriquées, rejetant toute la faute entièrement sur moi, effaçant complètement toutes mes contributions. Juste là, devant les regards de tout le monde, Julien, qui avait bu sa bière en silence, a finalement posé son verre. Il m'a regardé, ses yeux froids et inconnus. Il n'y avait aucune chaleur, pas une once d'affection conjugale. Il s'est éclairci la gorge, et sa voix a résonné clairement dans toute la salle à manger, chaque mot absolu. Puisque tout le monde a mis les choses à plat comme ça, je vais être direct. Camille, divorçons. Ces quelques mots ont instantanément écrasé tout le bavardage à table. La pièce est devenue complètement silencieuse. Tout le monde s'est figé, nous regardant fixement, Julien et moi, attendant de voir ma réaction. Pas de préparation, pas de communication privée, pas le moindre avertissement. Il a choisi le moment où je venais de finir de cuisiner un festin familial entier. Pendant une joyeuse réunion de famille, pour exiger le divorce en pleine face devant tous ses proches, il a utilisé la méthode la plus cruelle et absolue pour piétiner ma dignité. Avant que je puisse parler, Julien a continué froidement à énumérer mes crimes supposés, transformant le noir en blanc. Ces 3 dernières années, tu as été ennuyeuse. Tu n'as aucun sens du romantisme. Tu ne sais pas comment faire plaisir à mes parents. Tu es terrible en société. Tu n'es pas tombée enceinte. Et ta cuisine et tes corvées sont toujours de piètre qualité. Tu ne réponds à absolument aucune de mes attentes pour une épouse ou un membre de la famille. Je t'ai donné d'innombrables chances, et tu as obstinément refusé de changer. Tu es restée exactement la même. Plutôt que de nous épuiser mutuellement et de faire souffrir toute la famille, il vaut mieux en finir tôt et nous libérer l'un l'autre. Je le dis clairement devant tout le monde aujourd'hui pour que nous n'ayons pas à faire traîner les choses. Ma belle-mère a battu le fer tant qu'il était chaud. Approuvant bruyamment. Le divorce. Nous aurions dû divorcer il y a longtemps. Nous en avons fini de financer ton style de vie. Julien mérite une femme qui contribue réellement, pas une profiteuse. Finalisons ça aujourd'hui. Dépêche-toi de signer les papiers. Le visage de mon beau-père était sévère, sa voix lourde de pression. Puisque c'est toi qui ne mérites pas Julien, et toi qui as manqué à tes devoirs d'épouse et de belle-fille, alors tu mérites ce divorce. Le nom de Julien est sur l'acte de propriété, et il paie l'hypothèque. Ne pense pas que tu vas obtenir un centime de son argent durement gagné. Tu sortiras d'ici avec exactement ce que tu as apporté. Rien. Ne pense même pas à prendre un seul centime. Les proches ont complètement explosé, prenant instantanément le parti des beaux-parents, m'obligeant à tour de rôle à faire des compromis. C'est vrai. Tu as trop de problèmes toi-même. Tu es stérile. Tu n'es pas une bonne femme au foyer. Tu es irrespectueuse. Prendre l'initiative de divorcer est ce que tu devrais faire. Ne fais pas traîner ça. Accepte simplement. Ne rends pas les choses difficiles. Garde un peu de dignité. Partir les mains vides en silence est la meilleure option pour toi. Tout le monde était absolument certain que j'allais m'effondrer, que j'allais supplier, que j'allais baisser la tête et admettre ma faute. À leurs yeux, mes 3 années de douce endurance et de soumission signifiaient que j'étais complètement sous leur contrôle. Tant qu'ils appliquaient une pression collective, je n'aurais d'autre choix que de faire des compromis,
de reculer et de demander grâce. Julien m'a regardé, ses yeux portant une trace d'impatience et un sentiment condescendant de charité. Il m'a pressé froidement. Tout le monde attend ta réponse. Soit tu acceptes le divorce maintenant, et nous nous séparons à l'amiable, soit tu continues à t'entêter. Et quand ça explosera et que les gens de l'extérieur l'apprendront, tu seras encore plus humilié. La pression à la table à manger a continué. Tous les yeux étaient rivés sur moi, attendant de me voir m'effondrer en larmes et tomber à genoux, implorant le pardon. Julien s'est légèrement penché en avant, le visage plein d'agacement, certain que je n'oserais pas refuser ce divorce soudain, et encore plus certain que je n'oserais pas laisser tomber ce mariage de 3 ans. Mes beaux-parents avaient les bras croisés, l'air arrogant, ayant clairement déjà finalisé mon sort de partir sans rien. Les proches environnants chuchotaient entre eux, chaque phrase m'exhortant à accepter mon sort et à me soumettre tranquillement. Je me suis lentement levé, mes mouvements calmes et vifs. Il n'y avait pas la moindre trace de panique. La foule autour de la table s'est instantanément tue, supposant que j'allais enfin baisser la tête et céder, arrêtant leur bavardage pour attendre mon discours de reddition. Personne n'avait anticipé que je ne dirais pas un seul mot d'argument. Je ne me suis pas défendu une seule seconde. Je me suis retourné et j'ai marché directement dans la cuisine, ignorant les regards choqués de tout le monde derrière moi. Pas à pas, je me suis dirigé vers la cuisinière. Le pot de ragoût de bœuf mijotait encore, bouillonnant et dégageant de la vapeur, sentant incroyablement bon. La spatule en acier inoxydable reposait tranquillement sur le bord de la casserole, représentant l'étape finale de mes 3 heures de dur labeur. Sous le regard stupéfait de tout le monde, j'ai levé la main, saisi le manche de la spatule, et je l'ai simplement laissé tomber. Avec un cliquetis bruyant, la spatule en acier inoxydable a heurté le comptoir en granit. Le son clair a percé le silence de mort de la maison, exceptionnellement net. Immédiatement après, j'ai atteint ma taille, enlevé mon tablier, les plié nonchalamment et les posé sur l'îlot. Mes mouvements étaient posés et détendus, sans la moindre hésitation. Du début à la fin, je ne les ai jamais regardés une seule fois. Je n'ai montré aucune once de réticence, l'endurance d'un mariage de 3 ans, les jours et les nuits sans fin de labeur, une table entière de nourriture chaude et fumante, mon dévouement sans faille. Au moment où ils se sont retournés publiquement contre moi et ont essayé de me forcer à partir sans rien. Tout cela était complètement annulé. Une agitation paniquée a finalement éclaté derrière moi. Le ton de Julien portait le choc et la confusion mêlée à son besoin habituel de contrôle. « As-tu fini de faire ton caprice ? Je viens juste de prononcer le mot divorce et tu fais la tête. Reviens ici tout de suite. Assieds-toi et excuse-toi auprès de mes parents et de nos proches. » Ma belle-mère a immédiatement élevé la voix, son ton tout aussi dur et autoritaire que jamais. Elle n'a absolument aucune manière. Les aînés disent quelques mots et elle pique une crise et s'en va. Elle est tellement gâtée. Je peux dire que ton cœur est tout simplement pourri. Tu n'as pas voulu vivre une vie correcte depuis longtemps. Ils pensaient toujours que j'agissais par dépit, essayant d'utiliser mon départ pour les forcer à faire des compromis. Ils étaient convaincus que je n'avais nulle part où aller, personne sur qui compter. Ils étaient certains que je ne tiendrais pas une demi-journée avant de revenir en rampant, m'excusant et admettant ma faute, prête à baisser la tête et à servir à nouveau toute leur famille. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'ai traversé directement le salon. La maison, qui avait été bruyante et chaotique quelques instants auparavant, était maintenant silencieuse de mort à cause de mon départ absolu. Tous les proches qui avaient grignoté, bu et ri étaient figés sur place, les yeux pleins d'incrédulité. Personne ne s'attendait à ce que moi, habituellement si douce, patiente et soumise, je brise toutes leurs illusions de contrôle d'une manière si nette et décisive. J'ai marché jusqu'à l'entrée, j'ai tendu la main et j'ai attrapé mon manteau sur le crochet. J'ai pris mon sac à main de tous les jours sur le meuble à chaussures. Dans mon sac, il n'y avait que mon téléphone, mon permis de conduire et mes cartes de crédit. Je n'ai pas pris un seul objet de la maison qui ne m'appartenait pas. Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas accroché. Propre et complètement sans fardeau. Derrière moi, Julien a finalement commencé à paniquer légèrement, son ton portant une réprimande impatiente. « Camille, arrête-toi là. Arrête de faire traîner ça. Tous les proches sont ici aujourd'hui. Essaies-tu de rendre les choses incroyablement gênantes ? Reviens ici. Arrête de nous mettre dans l'embarras. » Je ne me suis toujours pas retourné.
J'ai simplement saisi la poignée de la porte et l'ai tournée doucement. Le vent froid de l'extérieur est entré, emportant l'atmosphère grasse et bruyante à l'intérieur et balayant tous les griefs et attachements que j'avais gardés pendant 3 ans. Très bien, ai-je craché ce seul mot. Ma voix était plate et sans émotion. Pas de colère, pas de chagrin, seulement un soulagement absolu. J'accepte le divorce. Alors que ces mots tombaient, toute la maison est devenue silencieuse. Mes beaux-parents, qui avaient été arrogants et faisaient pression agressivement quelques instants auparavant, ont instantanément perdu leur voix. La méchanceté sur leur visage s'est figée. La foule de parents bavards se regardait en état de choc. Personne n'osait plus ajouter nonchalamment son grain de sel pour m'enfoncer. L'arrogance et la certitude de Julien se sont complètement brisés, ses yeux remplis d'une pure incrédulité. Il m'avait imaginé en train de pleurer, de m'accrocher, de supplier pathétiquement, essayant désespérément de sauver le mariage. Il m'avait imaginé m'effondrer, perdre mon sang-froid et m'humilier. La seule chose qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que j'accepterais si proprement, si décisivement, sans une once d'hésitation, sans le moindre attachement. J'ai ouvert la porte d'entrée, suis sorti de la maison où j'avais vécu pendant 3 ans, et j'ai doucement refermé la porte derrière moi. En descendant l'allée, le soleil de midi tombait sur mes épaules. Mon rythme n'était ni pressé ni lent. Sans une seule pause, les chaînes qui m'avaient emprisonné dans un mariage de 3 ans se sont dénouées en un instant. Tout ce qui restait dans mon cœur était une clarté absolue. Pas la moindre trace de réticence ou de conflit. J'ai pris mon téléphone et activé le mode avion, coupant complètement toute communication en temps réel avec la famille Dubois, éliminant tout harcèlement ou sermon inutile. Je ne me suis pas réfugié chez des amis, et je n'ai pas erré dans les rues. J'ai marché directement au coin de la rue et j'ai commandé un Uber. Une fois dans la voiture, j'ai donné au chauffeur l'adresse d'un appartement meublé en centre-ville. C'était un endroit temporaire que j'avais secrètement loué en utilisant mes propres économies personnelles d'avant le mariage. Je l'avais déjà approvisionné en produits de première nécessité. C'était la voie de secours que je m'étais laissée. Pendant 3 ans de mariage, je n'avais jamais dépendu inconditionnellement de qui que ce soit. J'ai toujours gardé mes propres atouts. La voiture est sortie en douceur du quartier de banlieue. J'ai regardé en arrière par la fenêtre. La maison qui était autrefois mon foyer s'est rapidement estompée au loin, devenant floue. À partir de maintenant, cet endroit n'était que le passé. Ce n'était plus ma place. Pendant ce temps, le chaos a éclaté à l'intérieur de la maison Dubois. À peine 10 minutes après mon départ, le salon mort et silencieux a de nouveau éclaté en forte dispute. Les proches ont perdu leur appétit pour le drame, chuchotant nerveusement entre eux, les yeux pleins de gêne et d'amusement maladroit. Un dîner de famille parfaitement bon a été complètement ruiné par la demande soudaine de divorce de Julien. La fin était absurde et embarrassante. Mes beaux-parents faisaient encore les durs, essayant désespérément de sauver la face devant tout le monde. Regardez son attitude. Si têtue et ignorante. Elle ne se soucie pas du tout de la dignité de la famille. Si elle était ne serait-ce qu'un peu mature, elle n'aurait pas piqué une crise et ne serait pas partie devant tout le monde. Très bien, laissons-la partir. Notre famille n'a pas besoin d'une belle-fille comme elle de toute façon. Malgré cela, ils manquaient complètement du feu arrogant qu'ils avaient plus tôt. La table pleine de nourriture est restée intacte. La cuisine était un désastre absolu. Assiettes et casseroles sales s'empilaient. Les tâches ménagères que j'avais silencieusement gérées pendant des années étaient maintenant flagrantes pour tout le monde. Sans moi pour tout gérer discrètement, cette famille ne pouvait même pas finir un seul dîner de famille. Au début, Julien était encore certain que je m'étais juste enfui par dépit. Il était assis sur le canapé, le visage sombre, gardant la tête baissée et faisant défiler son téléphone, attendant un SMS d'excuses, attendant que je m'adoucisse et que je revienne. Dans son esprit, je n'avais personne sur qui compter et nulle part où aller. Au mieux, je vagabonderais dehors pendant quelques heures. À la tombée de la nuit, je reviendrais certainement docilement à la maison. Les proches ne pouvaient plus rester en place et ont commencé à trouver des excuses pour partir. La maison autrefois animée est devenue instantanément froide, ne laissant que la famille de 3 personnes face à une table pleine de restes froids. L'atmosphère était suffocante. Personne ne louait plus la chance de la famille Dubois. Personne ne les aidait à critiquer mes défauts. Tout le monde a vu la vérité. La famille Dubois ne savait pas apprécier ce qu'elle avait.
Ils ont publiquement forcé un divorce et ont chassé la femme qui travaillait sans relâche et sans se plaindre. À 14 heures, la maison était silencieuse. Mes beaux-parents ont commencé à nettoyer le désordre tout en se plaignant à voix basse. Leur bouche refusait toujours de laisser tomber. Chaque mot m'accusait d'être capricieuse et immature. Mais leur mouvement était maladroit, et leur nettoyage était désordonné et lent. Comparé à ma routine habituelle, propre et efficace. La différence était flagrante. Une panique silencieuse a commencé à s'insinuer dans leur cœur. Julien a gardé patience jusqu'à 15 heures. Son téléphone est resté complètement silencieux. Pour la première fois, il a ouvert notre conversation SMS. L'écran était totalement vide. Pas une seule explication, pas un seul mot de reddition. Il a essayé d'envoyer un message exigeant, m'ordonnant de rentrer immédiatement. Au moment où il a appuyé sur envoyer, la bulle verte disait « non distribué ». Son visage a instantanément changé. Ses doigts ont bougé rapidement, et il a réalisé que je n'avais pas seulement bloqué ses e-messages. J'avais bloqué son Facebook, Instagram, TikTok, chaque compte de réseau social. J'avais complètement coupé tout contact numérique. Même alors, il n'a pas entièrement paniqué. Il a juste supposé que j'étais puéril et extrême. Il a ricané, posant son téléphone, confiant que même si je bloquais ses applications, je ne pourrais pas ignorer les appels téléphoniques normaux pour toujours. Il était absolument sûr que je ne pourrais pas supporter d'errer toute la nuit et que je l'appellerais certainement pour implorer la paix le soir venu. Après être arrivé à l'appartement, j'ai désactivé le mode avion, mais j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et l'ai laissé sur le comptoir. Je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas répondu, je m'en fichais. J'ai défait mes affaires, rangé rapidement la pièce, ouvert les fenêtres pour prendre l'air frais et j'ai tranquillement savouré la paix perdue depuis longtemps. Pas de corvée sans fin, pas de dénigrement sans fond, pas d'endurance prudente et anxieuse. Ce moment de pure détente était une expérience que je n'avais pas ressentie en 3 ans. Le ciel s'est assombri, et la nuit s'est complètement installée. Les lumières de la ville se sont allumées une par une. Dans chaque maison, la chaleur de l'heure du dîner a commencé. Seule la maison du bois avait complètement perdu son ambiance chaleureuse et animée habituelle. L'heure du dîner est arrivée et personne n'a cuisiné. Personne n'a réchauffé les restes. Personne n'a essuyé les comptoirs. La table à manger froide était couverte des restes du déjeuner. Un désordre absolu. Affamés et frustrés, mes beaux-parents n'ont eu d'autre choix que de commander à manger. Ils n'arrêtaient pas de se plaindre, pleins de ressentiment. La maison était froide et morte, dépourvue de la vie qu'elle avait autrefois. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réalisé tardivement que c'était moi qui étais tissé dans chaque détail de cette maison. J'étais juste habituellement ignoré par eux dans le passé. À 20 heures, la patience de Julien était complètement à bout. Il a composé mon numéro pour la première fois. La sonnerie froide tournait en boucle. Pas de réponse. Refusant de le croire, il a appelé des dizaines de fois. C'était comme jeter des pierres dans l'océan. Pas une seule réponse. À ce moment, il a finalement commencé à paniquer. Il a immédiatement parcouru ses contacts, appelant mes meilleurs amis, mes proches, mes collègues, essayant désespérément de savoir où j'étais. Tout le monde lui a donné exactement la même réponse. Il ne m'avait pas vu, et il n'avait pas eu de mes nouvelles. À 23 heures, la ville s'était calmée. Les lampadaires s'étiraient en longue ligne, se débarrassant du bruit de la journée. J'étais assise près de la baie vitrée de l'appartement, regardant les lumières éparses de la ville. Autour de moi régnait une profonde et paisible stabilité. Mon téléphone était posé tranquillement sur le bureau, complètement en silencieux, mais l'écran n'arrêtait pas de s'allumer comme un fou. Depuis 22 heures, les appels de Julien n'avaient pas cessé. L'un raccrochait, et le suivant arrivait immédiatement. En seulement 1 heure, j'ai été bombardé de plus de 30 appels. Les appels manqués remplissaient densément le journal. Avec eux, plus d'une centaine de messages textes. Des interrogatoires et des ordres initiaux, ils se sont lentement transformés en questions frénétiques. La domination entre les lignes avait complètement disparu. Son premier message portait encore son arrogance habituelle. « Camille, arrête de faire une scène. Décroche le téléphone tout de suite. Où diable es-tu ? Se cacher ne résout rien. Laisse-moi te prévenir. Me menacer en t'enfuyant ne marchera pas.
Quand je suis resté complètement insensible, le ton de ses messages s'est rapidement adouci. Son arrogance a complètement disparu. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû parler de divorce devant tout le monde aujourd'hui. Décroche juste le téléphone. Parlons-en. Arrête de faire une scène, d'accord? J'ai regardé froidement, mes doigts n'ayant jamais touché le téléphone. Pendant 3 ans de mariage, les innombrables fois où j'ai pleuré de chagrin, les fois où j'ai enduré et fait des compromis. Il a fermé les yeux et m'a librement rabaissé. Maintenant que je partais complètement, il était enfin un peu en retard pour paniquer. Les excuses bon marché n'ont aucun sens. À minuit, le quartier était totalement silencieux. La panique à la maison Dubois a atteint son paroxysme. Mes beaux-parents avaient depuis longtemps perdu leur cruauté arrogante du matin. Au téléphone, ils n'arrêtaient pas d'exhorter Julien à me trouver, me suppliant de rentrer à la maison. La maison vide a pleinement révélé tous les problèmes. Personne ne nettoyait. Personne ne s'occupait des tâches triviales. Personne ne cuisinait de repas chauds. Ils ont finalement vraiment compris que ma présence était le fondement de toute la chaleur de cette famille. Julien s'est complètement effondré. Il a arrêté d'envoyer des SMS et a simplement continué à composer mon numéro. L'écran s'est allumé encore et encore, encore et encore. Personne n'a répondu. La déception répétée a totalement brisé toute son arrogance et sa supériorité. À minuit 20, j'ai nonchalamment pris mon téléphone, tapoté l'écran et répondu au dernier appel entrant. Dès que l'appel a été connecté, la voix étranglée de Julien est passée par le récepteur. Toute sa froideur et sa domination de la journée avaient disparu, ne laissant qu'une panique extrême et pathétique. « Camille, tu as enfin répondu, où es-tu? Je t'en supplie. Dis-le-moi. Je panique vraiment. » Sa voix était épaisse de pleurs, sa respiration erratique, ses mots cassés et bégayants. C'était l'image désordonnée d'un effondrement total. Je n'ai pas parlé. J'ai juste tenu le téléphone à mon oreille, tranquillement, écoutant sa confession frénétique et en pleurs. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été un idiot aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû te forcer à accepter un divorce au dîner de famille. Je n'aurais pas dû me joindre à mes parents et à nos proches pour te harceler et te rendre la vie difficile. Je me suis juste emporté. Mon ego a pris le dessus et j'ai dit des choses cruelles juste pour paraître dur. Je n'ai jamais vraiment voulu divorcer de toi. Camille, je n'ai jamais pensé à te perdre vraiment. Il parlait incroyablement vite, admettant constamment ses erreurs. Sa panique et son regret étaient impossibles à cacher. La maison est complètement vide en ce moment. Il n'y a pas de vie dedans. Personne n'a fait à manger. Personne n'a nettoyé les pièces. Mes parents le regrettent toute la journée. Ils n'arrêtent pas de me crier dessus pour ne pas t'avoir apprécié. Sans toi, cette maison n'est pas du tout un foyer. S'il te plaît, arrête de m'en vouloir. D'accord? Reviens. Tant que tu rentres à la maison, j'écouterai tout ce que tu dis. Je ne te crierai plus jamais dessus. Je ne prendrai pas le parti de mes parents. Je ne laisserai pas mes proches te manquer de respect. Je ferai toutes les corvées. Je ne te laisserai plus jamais souffrir seul. Vivons juste une bonne vie. Pas de divorce. Vraiment, pas de divorce. Je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois. Je ne le referai vraiment plus jamais. Un homme adulte s'effondrant complètement au milieu de la nuit, sanglotant doucement au téléphone, suppliant encore et encore. Sa posture était aussi pathétique que possible. Personne n'aurait pu imaginer que le mari qui avait été si sans cœur pendant la journée, me forçant à partir sans rien, me rabaissant froidement, serait maintenant en train de pleurer, de baisser la tête, utilisant toutes ses forces pour me supplier de faire demi-tour. Je suis restée complètement silencieuse, écoutant calmement. Mon cœur n'a pas vacillé le moins du monde. Son repentir n'était pas une prise de conscience soudaine de ma valeur. C'était juste lui, incapable de gérer le choc de mon départ réel. Il ne pouvait pas supporter la réalité que personne n'allait plus nettoyer ses dégâts, que le trajet gratuit de mon labeur sans fin était terminé. Voyant mon silence, Julien a pleuré encore plus pathétiquement, son ton presque suppliant. « Camille, je sais que tu as été blessée. Je suis tellement désolé. Dis juste quelque chose. S'il te plaît, tu peux me crier dessus. Tu peux me frapper. Juste s'il te plaît, ne m'ignore pas.
S'il te plaît, ne pars pas pour toujours. Tant que tu es prête à revenir, je suis prêt à tout changer. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Mon ton était plat, sans fluctuation émotionnelle. Trop tard. 2 mots simples ont instantanément écrasé toutes ses fantaisies. Les pleurs au téléphone se sont étranglés, suivis immédiatement par des supplications encore plus frénétiques. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas du tout trop tard. Nous avons encore une chance. Nous pouvons tout recommencer à zéro. Je promets que je me rattraperai. Je te traiterai 2 fois mieux. Camille, s'il te plaît, ne sois pas si cruelle. Je n'ai plus répondu, le laissant simplement s'effondrer, pleurer et supplier pathétiquement à l'autre bout du fil. Les émotions de Julien sont complètement devenues incontrôlables. Sa voix en pleurs m'a tiré encore et encore, me suppliant sans cesse de lui donner une chance de réparer les choses. Son ton était rampant dans la poussière. Comparé à l'homme arrogant et autoritaire qui a forcé un divorce sans cœur devant tous ses proches plus tôt dans la journée. C'était comme s'il était une personne complètement différente. J'ai écouté tranquillement, sans raccrocher immédiatement ni rejeter explicitement l'idée de nous remettre ensemble. Ce bref silence a fait que Julien, qui était au bord de la crise de nerfs, s'y est instantanément accroché comme à une bouée de sauvetage. Il a cru à tort que mon attitude s'adoucissait, qu'il y avait de la place pour un sauvetage. Il a ravalé à la hâte ses larmes, son ton désespéré et sincère, faisant constamment des promesses. Camille, je sais que tu es en colère. Je ne te forcerai pas à me pardonner tout de suite. Où es-tu? Je viens te chercher maintenant. Parlons en face à face. D'accord. Quelle que soit la façon dont tu veux me punir, ça me va. J'accepterai tout. Mon ton est resté plat. Ni chaleureux ni froid. Laissant intentionnellement un peu de marge de manœuvre. Il n'est pas nécessaire de parler en face à face. C'est trop tard. Juste cette réponse, qui n'a pas complètement anéanti son espoir, a totalement calmé Julien. Ses émotions précédemment frénétiques et brisées se sont instantanément stabilisées. Il a immédiatement adouci sa posture, essayant désespérément de me plaire, terrifié à l'idée que je disparaisse à nouveau complètement. D'accord, comme tu veux, je n'insisterai pas. Alors peux-tu me débloquer? Laisse tes messages et tes appels ouverts. J'attendrai que tu m'envoies un message à tout moment. Quand tu voudras parler, je serai là. Je n'ai pas répondu à sa demande. Au lieu de cela, j'ai posé une question, guidant la conversation, commençant discrètement à extraire des informations clés. Dans la journée, quand tu m'as forcé à divorcer devant tout le monde, était-ce ton idée ou celle de tes parents? Pour gagner entièrement mon pardon, Julien n'a absolument rien retenu, vendant complètement tout le monde dans sa famille. Chaque mot déplaçait la faute. C'était surtout mes parents qui me forçaient et les proches qui attisaient les flammes. Ils se sont toujours plaints que tu n'avais pas d'enfant, que tu étais trop silencieuse. Ils disaient que je ne pouvais pas te contrôler. Ils m'ont mis la pression pour que j'établisse des règles publiquement et que je te force à te soumettre. J'essayais juste de protéger mon ego. J'ai été mis sur la sellette et je ne pouvais pas reculer. Alors, j'ai dit cette stupidité à propos d'un divorce. Il était si désireux de se blanchir qu'il a constamment énuméré tous les motifs et stratagèmes égoïstes de ses parents. Mes parents ont toujours pensé que tu dépensais l'argent sans compter. Ils pensaient que parce que tu restais à la maison et que tu ne gagnais pas d'argent, tu étais inutile. Ils voulaient trouver des défauts et te contrôler depuis longtemps. Ce dîner était un piège délibéré. Ils ont utilisé les proches pour te démolir juste pour te rendre plus obéissante et prête à travailler sans te plaindre à l'avenir. J'ai écouté en silence, mon doigt tapotant discrètement le bouton d'enregistrement du mémo vocal pour sauvegarder. J'ai enregistré toute la conversation. Son admission personnelle que sa famille a délibérément tendu un piège, m'a harcelé publiquement et a intentionnellement essayé de me contrôler est devenue une preuve cruciale pour ma future contre-attaque. J'ai continué à suivre le sujet et j'ai insisté davantage. Mon ton toujours détendu, ne lui laissant aucune défense. Tu sais parfaitement que la plupart des dépenses ménagères quotidiennes sont payées par moi. Les économies que tu as secrètement transférées de notre compte joint plus tôt, c'était aussi de l'argent d'urgence pour le ménage. Comment comptes-tu régler ça? Quand on a parlé d'argent, Julien n'a montré aucune prudence. Il a juste supposé que je me sentais lésée et rancunière et que je voulais être apaisée. Il s'est empressé d'expliquer et de se défendre,
exposant activement encore plus de ses propres défauts. Je n'ai pas gaspillé cet argent. Ma mère l'a juste pris pour aider mon cousin avec des problèmes de trésorerie. Je n'ai pas osé te le dire parce que j'avais peur que tu te fasses des idées et que tu te fâches. Je n'essayais vraiment pas de cacher des biens matrimoniaux. J'ai juste été stupide un instant, pensant que puisque nous sommes tous de la même famille, je n'ai pas considéré tes sentiments. Il a admis sans détour avoir secrètement transféré des fonds d'urgence matrimoniaux conjoints pendant le mariage, permettant à ses parents de détourner l'argent que j'avais contribué au ménage. Chaque excuse qu'il a faite a solidifié le fait qu'il était en faute légalement. Pour gagner ma confiance, il a même activement exposé davantage de ses défauts et de ses méfaits. J'ai toujours été paresseux à la maison. Je ne fais pas les corvées. Je prends le parti de mes parents. Je les laisse dire du mal de toi et te harceler. C'est de ma faute. Je suis juste égoïste et paresseux. Je me suis tellement habitué à tes sacrifices inconditionnels que j'ai oublié de me soucier de toi. J'ai écouté tranquillement tout le temps, marmonnant occasionnellement mon accord, le faisant baisser complètement sa garde et déverser imprudemment chaque vérité. Il a révélé chaque détail de l'exploitation de sa famille, de sa violence psychologique et de son incompétence délibérée au cours des 3 dernières années. Voyant que je ne refusais toujours pas de force de revenir, et que mon attitude était calme et détendue, Julien est devenu encore plus certain que je faisais juste un caprice. Tant qu'il baissait la tête, admettait sa faute et musait, je finirais par m'adoucir et rentrer à la maison. Il a commencé à peindre constamment un tableau rose de l'avenir et à faire des promesses. Son ton était sérieux et sincère. À partir de maintenant, je te confie le contrôle total des finances. Mes parents n'oseront plus jamais s'immiscer dans nos vies. Nos proches n'oseront plus jamais te juger. Je ferai toutes les corvées. Je te remettrai tout mon salaire. À partir de maintenant, c'est toi le patron. Nous recommencerons à zéro et vivrons une belle vie. J'ai parlé faiblement, adoptant une position vague, le laissant totalement en suspens. Je peux envisager d'en parler plus tard, mais pas maintenant. Je ne retirerai pas facilement le mot divorce. Et ne pense pas que je vais revenir comme si de rien n'était pour souffrir. Cette phrase ambiguë a complètement stabilisé le désespéré Julien. Il était extatique, acceptant à plusieurs reprises, promettant encore et encore qu'il attendrait patiemment, qu'il changerait complètement, et qu'il ne me forcerait ni ne me mettrait en colère à nouveau. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement sauvegardé l'enregistrement complet, l'organisant et le classant clairement. Toutes les fautes qu'il a personnellement admises, le harcèlement comploté par sa famille, le transfert non autorisé de fonds, les preuves de violence psychologique à long terme, tout était parfaitement documenté. Après cet appel de minuit, le cœur de Julien était complètement apaisé. Il croyait fermement que tant qu'il continuerait à s'excuser, je finirais par céder et revenir. Il a passé le reste de la nuit à prendre ma défense devant ses parents, leur assurant à plusieurs reprises que je m'étais déjà adouci et que j'étais juste temporairement en colère, donnant à sa famille une porte de sortie facile et baissant complètement sa propre garde. Mais mes beaux-parents gardaient encore leur ressentiment. Croyant avoir été humiliés, ils refusaient de laisser tomber. Ils ne pouvaient pas accepter la réalité que j'étais parti de manière décisive et que je n'étais plus sous leur coupe. Encore moins étaient-ils prêts à admettre que leur harcèlement excessif avait personnellement détruit un mariage de 3 ans. Pour sauver la face et inverser le récit, les deux ont comploté toute la nuit, prévoyant d'utiliser le moulin à rumeurs de leur cercle social pour me dépeindre fermement comme la partie coupable. Au lever du soleil, ma belle-mère est devenue active dans le groupe Facebook de la famille. Ce groupe comprenait tous les parents de Julien, les voisins et les connaissances. C'était leur scène principale pour se vanter et bavarder. Elle n'a pas mentionné un seul mot sur le fait qu'il m'ait forcé à divorcer au dîner ou que toute la famille m'ait harcelé. Elle n'a pas mentionné un seul mot sur mes sacrifices et mon endurance au cours des 3 dernières années. Dès la première phrase, elle a commencé à répandre des rumeurs et à me salir. Elle a envoyé plusieurs messages vocaux, son ton semblant incroyablement lésé et en colère, jouant délibérément la victime. Tout le monde, s'il vous plaît, jugez cela équitablement. Notre famille a traité notre belle-fille de tout notre cœur pendant 3 ans. Nous lui avons donné la meilleure nourriture et les meilleures boissons, ne la maltraitant jamais d'un iota. Et comment nous remercie-t-elle? Elle est arrogante et ingrate. Juste parce que les aînés lui ont donné quelques conseils amicaux, elle a piqué une crise, a quitté la maison et s'est comportée de manière complètement gâtée. Maintenant, elle menace de divorcer. Mon beau-père a immédiatement suivi avec un SMS,
déformant délibérément les faits pour manipuler l'opinion du groupe. Les jeunes de nos jours sont trop impulsifs et refusent d'assumer les responsabilités familiales. Mariée depuis 3 ans sans enfant, paresseuse et dramatique à la maison. Elle ne supporte pas le moindre conseil de ses aînés. Dès que les choses ne vont pas dans son sens, elle demande le divorce. Elle n'a aucune notion de la famille. Les quelques parents qui avaient suivi leur exemple et m'avaient enfoncé pendant le dîner de la veille ont immédiatement sauté dans le train pour prendre parti, jetant de l'huile sur le feu en se basant sur le récit de mes beaux-parents. Une cousine a été la première à répondre, ses mots pleins de venin. J'ai toujours su qu'elle était arrogante et jamais satisfaite. La famille de Julien est si aisée et elle n'apprécie même pas. Elle est juste totalement gâtée. D'autres parents ont fait écho. Un par un, ils ont aligné leurs histoires pour me dépeindre comme une femme dramatique, infidèle à sa famille et irresponsable. En seulement une demi-heure, cela s'est répandu dans tout le cercle familial élargi. Tout le monde a été induit en erreur, croyant que j'étais déraisonnable, que je demandais le divorce sans raison et que je trahissais la gentillesse de la famille Dubois. Non seulement cela, mais mes beaux-parents sont même allés jusqu'à pleurer auprès de leurs voisins proches, répandant des rumeurs négatives sur moi partout. Ils se sont dépeints comme des aînés généreux et indulgents qui avaient terriblement souffert, essayant d'utiliser la pression sociale pour me forcer à baisser la tête, à admettre mes erreurs et à revenir docilement pour continuer à être leur servante. Julien savait tout ce qui se passait, mais il a approuvé en silence toutes les actions de ses parents. Il comptait sur la chance, pensant que c'était juste sa famille qui se défoulait. Il s'est dit qu'une fois que je verrais la pression sociale, il était très probable que je m'adoucisse et que je fasse des compromis, ce qui lui faciliterait la tâche pour sauver la situation et reprendre le contrôle sur moi. Il pensait sournoisement que c'était une tactique indirecte pour me forcer à reculer. Il ne savait pas qu'il venait de complètement allumer la mèche de ma contre-attaque. Quand je me suis réveillé, j'ai parcouru les captures d'écran que ma meilleure amie m'avait transmises. J'ai lu toute la campagne de diffamation ridicule. Pas de colère, juste une clarté cristalline absolue. Ils refusaient de refréner leur comportement horrible ne serait-ce qu'un peu. Au lieu de cela, ils ont redoublé de mensonges et de calomnies. Alors ne me blâmez pas de ne montrer aucune pitié et de régler les comptes une fois pour toutes. Je n'ai pas laissé mes émotions prendre le dessus ni argumenter aveuglément. Au lieu de cela, j'ai méthodiquement organisé toutes mes preuves. Premièrement, l'enregistrement complet de l'appel téléphonique de la nuit dernière. Il documentait clairement le piège délibérément tendu par mes beaux-parents, les proches attisant les flammes, et l'admission de Julien que toute la famille m'avait harcelé. Deuxièmement, 3 ans de relevés bancaires et de reçus de cartes de crédit prouvant que j'avais payé les courses et couvert les dépenses ménagères quotidiennes. Ensuite, des photos de la cuisine la veille montrant le festin massif que j'avais passé toute la journée à préparer et à cuisiner, prouvant que toute la famille s'était assise et avait profité de mon travail tout en me critiquant sans cesse. J'ai organisé toutes les preuves dans une chronologie claire. J'ai joint un texte concis et objectif. Je n'ai ajouté aucune émotion subjective. J'ai simplement présenté la vérité. J'ai clairement exposé que j'avais été une femme au foyer à plein temps pendant 3 ans, m'occupant de toutes les corvées et des dépenses ménagères sans un seul jour de repos. J'ai montré que pendant le dîner de famille, toute la famille avait apprécié le repas tout en me critiquant sans fondement, me forçant publiquement à un divorce où je partirais les mains vides. Et par la suite, toute la famille a inversé le récit, répandant des rumeurs et salissant délibérément mon nom. Une fois organisé, j'ai appuyé sur « Transférer » et j'ai envoyé le bloc de messages massifs directement dans le groupe Facebook de la famille. Pas de bêtises supplémentaires. J'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Au moment où le message est passé, le groupe Facebook bruyant est devenu silencieux. Tous les commentaires diffamatoires que tout le monde venait de spammer sont instantanément devenus ridicules et pathétiques face aux enregistrements durs, aux captures d'écran et aux preuves. Les clips audio cristallins ont directement arraché les masques de fausses victimes de mes beaux-parents. Chaque mot prouvait qu'ils étaient ceux qui me contrôlaient et me harcelaient délibérément. Cela prouvait qu'ils étaient ceux qui avaient forcé le divorce sans cœur en public, pas moi agissant comme une gamine gâtée. La cousine qui venait de mener la charge en répandant des rumeurs et les proches qui avaient sauté dans le train sont instantanément tombés dans un silence total. Personne n'a osé poster un autre mot avec désinvolture. Les proches qui avaient été induits en erreur ont finalement vu la vérité et le vent a tourné instantanément. Des membres neutres de la famille ont commencé à m'envoyer des messages en privé. C'est donc ce qui s'est passé. C'est beaucoup trop. Tu as travaillé dur toute la journée,
tu n'as pas reçu un seul merci, et à la place, tu as été harcelé et calomnié par toute la famille. Personne ne pourrait supporter ça. Tu as payé pour des choses et tu t'es occupé de la maison sans te plaindre pendant 3 ans. Pourquoi devrais-tu être harcelé et traîné dans la boue comme ça? Pas étonnant que tu sois si déterminé à partir. Une fois que l'opinion dans le groupe familial s'est complètement inversée, la réputation de la famille Dubois a été totalement détruite. Mes beaux-parents, furieux et humiliés, n'ont pas osé argumenter publiquement dans le groupe. Ils ne pouvaient que perdre la tête en privé. Ils n'arrêtaient pas de faire exploser le téléphone de Julien, me reprochant tout. Ils m'ont accusé d'exagérer les choses, d'être sans cœur et de rendre la famille Dubois incapable de se montrer devant leurs amis et leur famille pour toujours. Julien, sous la pression de tous les côtés de sa famille et regardant la réaction sociale lui exploser au visage, a complètement perdu l'équilibre. Mais il refusait toujours de reconnaître ses propres problèmes. Au lieu de cela, comptant sur sa chance, il a essayé de maintenir sa fausse image de mari profondément aimant et repentant, tentant de renverser la situation et de me forcer à supprimer les publications, à reculer et à revenir sous son contrôle. Cet après-midi-là, il m'a appelé. Son ton a perdu tout son côté suppliant précédent. Portant une pointe de grief et de patience forcée, il a commencé à jouer la victime pour se blanchir. Il a délibérément baissé la voix, se faisant passer pour l'innocent pris au milieu. Chaque phrase était une tentative de rejeter la faute. Camille, je sais que ce que ma famille a fait a dépassé les bornes. Je leur ai déjà crié dessus sévèrement. Ils savent qu'ils ont eu tort, aussi. Mais pourquoi as-tu dû faire tout ce foin? Tu as déchiré la dignité de toute la famille. Maintenant, tous nos proches nous traitent comme une blague. Nous ne pouvons même plus nous montrer. Avec un gaslighting bien rodé, il a essayé de rejeter entièrement la faute sur moi, se lavant complètement les mains. Il a pleuré sur la difficulté d'être coincé au milieu, souffrant sans fin, tout en insinuant subtilement que je devais être la plus intelligente, tolérer les abus de sa famille et mettre fin à ce désastre de relations publiques. J'étais de ton côté tout le temps. Je suis juste coincé au milieu. Je ne sais pas quoi faire. Mes parents sont vieux, ils sont têtus et agissent impulsivement. Tu es jeune et sensée. Ne peux-tu pas être un peu plus indulgente? Devais-tu vraiment rendre les preuves publiques et brûler tous les ponts? Tu as complètement coupé toute possibilité pour nous de réparer ça. En écoutant sa logique complètement tordue, j'ai vu à travers son faux masque une fois pour toutes. Il n'avait jamais vraiment ressenti de remords. Ses larmes de minuit, ses supplications et ses excuses rampantes n'étaient que des actes temporaires de soumission pour me persuader de redevenir le filet de sécurité pour lui et sa famille. Dès que la tension s'est un peu relâchée, il est instantanément revenu à son moi égoïste, froid et manipulateur. Je ne lui ai pas donné une autre chance de jouer la victime ou de pêcher la sympathie. J'ai directement arraché la façade d'homme de famille aimant qu'il avait soigneusement construite pendant 3 ans, exposant chaque trahison cachée et chaque faute qu'il avait essayé d'enterrer. D'abord, j'ai dénoncé sa réalité d'incompétence délibérée à long terme. Pendant 3 ans de mariage, il n'a jamais partagé un seul fardeau ménager. Il n'a jamais fait les corvées, jamais cuisiné, jamais géré la maison. Toute la pression est tombée sur moi seul. Après le travail, il se contentait de s'allonger sur le canapé en faisant défiler son téléphone. Le moindre inconvénient, et il me soumettait au traitement silencieux. Il a passé des années à ignorer mes efforts, me critiquant habituellement, traitant mon travail sans plainte comme son droit de naissance. Ensuite, j'ai exposé le fait qu'il soutenait constamment sa famille sans aucune limite. Dans chaque dispute de famille, chaque fois qu'un parent rendait les choses difficiles, chaque fois que ses parents étaient durs, il choisissait de regarder en silence, leur donnant son approbation tacite. Il ne m'a jamais défendu une seule fois. Pour gagner une réputation de bon fils et plaire à sa famille. Il a sacrifié à plusieurs reprises ma dignité, me laissant être isolé et harcelé par toute la famille. Plus important encore, j'ai explicitement évoqué sa trahison ultime, cachant et transférant secrètement des actifs financiers. Pendant l'appel, il avait personnellement admis avoir transféré une grande partie de nos économies communes à ses parents sous le manteau. C'est une dissipation de biens matrimoniaux de Manuel. Devant un tribunal de la famille français, un juge le forcera à me rembourser chaque centime de sa part du capital. Cet argent provenait de mes économies personnelles que j'ai utilisées pour soutenir le ménage. Ce n'était pas seulement son revenu. Le fait qu'il l'ait secrètement déplacé et en ait disposé était fondamentalement une infidélité financière.
C'était un acte calculé et égoïste. Je n'ai montré absolument aucune pitié. Mes mots étaient vifs et chaque phrase était factuelle. Cela a complètement brisé son déguisement d'homme innocent, lésé et profondément repentant. À l'autre bout du fil, Julien a paniqué. Son ton est devenu totalement frénétique alors qu'il essayait de se démener et de nier. Ce sont toutes des choses mineures. Ce ne sont que des frictions conjugales internes. Pourquoi t'y accroches-tu? J'ai déjà admis mes erreurs et dit que je changerais. Pourquoi dois-tu me pousser dans mes derniers retranchements? Le fait que je prenne le parti de mes parents, c'est juste la nature humaine. Je ne peux pas me brouiller avec ma propre mère et mon propre père. Et l'argent n'était qu'un prêt temporaire. Ce n'est pas cacher des actifs. J'allais le récupérer finalement. Vas-tu vraiment être aussi mesquine, déterrant tout juste pour me salir? Ces excuses paniquées ont juste prouvé que chaque mot que j'ai dit était vrai. Du début à la fin, il n'a jamais cru que sa violence psychologique ou le fait de permettre à sa famille de voler notre argent était de réelles fautes. Il a juste estimé que je n'aurais pas dû arracher la façade. Je n'aurais pas dû exposer la vérité. Je n'aurais pas dû refuser de faire des compromis. J'ai parlé calmement, mettant instantanément fin à ses illusions et excuses bien pensantes. Des choses mineures. 3 ans de sacrifices quotidiens piétinés par vous tous. Mon argent secrètement volé par toi. Ma dignité publiquement écrasée par toute ta famille. À tes yeux, ce ne sont que des choses mineures qui ne valent pas la peine d'être mentionnées. Cette seule phrase l'a réduit au silence instantanément. Seule sa respiration haletante et anxieuse est passée par le récepteur. J'ai ajouté plus de poids, détruisant complètement toutes les illusions qui lui restaient. Tes pleurs et tes supplications au milieu de la nuit n'étaient pas parce que tu as réalisé que tu avais tort. C'était parce que personne ne fait plus ta lessive. Personne ne gère la maison. Personne n'encaisse les abus sans fondement de ta famille. Tu ne pouvais pas supporter la dégradation. Tu ne pouvais pas supporter de perdre ta femme de ménage gratuite. Tu joues la victime et tu rejettes la faute maintenant parce que tu veux juste me contrôler à nouveau. Tu veux que je fasse demi-tour et que je continue à tout sacrifier pour rien. L'analyse précise a percé directement à travers tous ces petits stratagèmes. Il ne pouvait plus prétendre être la victime innocente. Son ton est devenu furieux et agité. Pourtant, il n'osait toujours pas me menacer. Il ne pouvait que piquer une crise de colère impuissante. Ce n'est pas vrai. Peux-tu arrêter d'être si extrême? Je veux sincèrement te récupérer. Je veux vivre une belle vie ensemble. Je n'ai plus pris la peine de discuter avec lui ou de gaspiller ma salive. J'ai raccroché directement. Après avoir arraché tous les faux masques de Julien, j'ai complètement abandonné toute possibilité d'un règlement à l'amiable. Ses soi-disant remords et son nouveau départ n'étaient essentiellement que de la manipulation et du contrôle. Il n'y a jamais eu une once d'amour véritable. Puisque sa famille ne se souciait que de ses propres intérêts et ignorait la décence humaine de base, j'allais complètement jeter toute politesse restante. J'utiliserai les méthodes légales les plus impartiales et les plus dures pour récupérer tout ce que j'ai investi dans ces 3 années et compenser toutes mes pertes. Le lendemain matin, je suis arrivé pile à l'heure pour un rendez-vous prévu dans le bureau d'un grand avocat spécialisé en droit de la famille en centre-ville. Pas de retard, pas d'hésitation. J'ai apporté l'ensemble complet des preuves que j'avais organisées toute la nuit. J'ai rencontré l'avocat en personne et j'ai officiellement engagé la procédure de divorce. Ma chaîne de preuves était béton, sans faille. Elle comprenait l'audio-vidéo de Julien exigeant publiquement le divorce et de toute la famille me harcelant. L'enregistrement de lui suppliant tard dans la nuit, admettant ses fautes et admettant qu'il laissait sa famille m'attaquer. Des relevés bancaires prouvant le transfert non autorisé de fonds matrimoniaux conjoints sans mon consentement. Des reçus prouvant que j'avais payé toutes les dépenses ménagères et les nécessités pendant 3 ans. Et enfin, les captures d'écran des beaux-parents répandant malicieusement des rumeurs et commettant de la diffamation sur les réseaux sociaux. Après avoir examiné les documents ligne par ligne, l'avocat m'a explicitement dit que nous avions un cas gagné d'avance pour dissipation des biens matrimoniaux. Dans un divorce pour faute, l'adultère ou la violence psychologique peuvent modifier le partage des biens, mais le transfert secret d'économies communes à ses parents constitue une infidélité financière. Le juge le forcerait à rembourser chaque centime de sa part du capital. De plus, comme mes revenus de freelance couvraient les frais de subsistance tandis que son salaire payait l'hypothèque, la maison est considérée comme un bien mixte. J'ai légalement droit à la moitié de sa valeur.
C'était mon atout ultime. La famille Dubois était absolument certaine que j'étais sans emploi, sans revenu, sans personne sur qui m'appuyer. Ils étaient certains que je serais expulsé les mains vides. Ils étaient certains qu'ils s'en sortiraient complètement indemnes, alors j'allais détruire complètement leur arrogance pathétique. En recevant la notification légale que j'avais engagé un avocat et que je portais l'affaire devant les tribunaux, Julien a paniqué instantanément. Son plan initial était de m'user jusqu'à ce que je m'adoucisse et que je rentre à la maison, ou au pire, de faire traîner les choses pour me forcer à abandonner et à partir sans rien, protégeant ainsi tous les biens de sa famille. Mais le fait que je saute les disputes privées et que j'aille directement devant la loi a complètement fait exploser ses plans. Il m'a immédiatement rappelé. Son ton s'est à nouveau adouci, revenant à son état suppliant et implorant, portant même une pointe de plaidoyer. « Camille, ne pouvons-nous pas régler ça à l'amiable ? Il n'est pas nécessaire d'aller voir les avocats. Il n'y a pas besoin d'un procès. Ça ruine les relations et laisse une trace publique. C'est mauvais pour nous deux. » J'ai gardé mon ton parfaitement calme, entièrement impassible, dénonçant directement ses peurs. « Tu n'as pas peur de ruiner notre relation. Tu as peur que le procès laisse une trace publique. Tu as peur que tes méfaits soient documentés de manière permanente sur un papier légal par un juge. Tu as peur de ne pas seulement être marqué comme le fautif, mais que tu doives réellement me payer de l'argent réel et partager les biens. » Ayant ces véritables pensées exposées, Julien ne pouvait plus maintenir son jeu d'acteur profondément amoureux. Il a commencé sans détour. « J'admets que j'ai fait des erreurs. Je peux te rembourser l'argent lentement. À partir de maintenant, tu auras tout mon salaire. Tu géreras la maison. Laisse juste tomber le procès maintenant et nous pourrons vivre une belle vie. Pousser ça à l'extrême ne te fera aucun bien non plus. » J'ai refusé d'écouter ces promesses en l'air plus longtemps. Pendant 3 ans, d'innombrables compromis et pardons ne m'avaient valu qu'une escalade des abus et de la manipulation. Ces excuses verbales n'avaient plus aucune crédibilité. Je lui ai explicitement dit ma ligne de conduite. Claire et inflexible. Pas de place pour la négociation. Premièrement, le divorce aura lieu. Deuxièmement, les fonds que tu as secrètement transférés à tes parents doivent m'être entièrement restitués. Troisièmement, parce que mes économies d'avant le mariage ont subventionné ce mariage, je prends 50% de la valeur de la maison. Quatrièmement, tu paieras mes frais d'avocat. Et cinquièmement, ta famille supprime immédiatement ces publications Facebook où mon avocat dépose une mise en demeure. Il n'y a pas de négociation. 5 demandes, chacune strictement légale et conforme, frappant au cœur des intérêts financiers de la famille Dubois. Pas une seule exigence excessive, mais pas un seul pouce de compromis. À l'autre bout du fil, Julien a complètement perdu les pédales. Sa voix était paniquée et frénétique, essayant de jouer l'idiot et de tout nier. Une prestation compensatoire ? Quelle absurdité est-ce là ? Je payais aussi pour des choses. Tu te reposais juste à la maison. Pourquoi devrais-je te payer ? Et je n'ai déplacé cet argent que temporairement. Ce n'est pas cacher des actifs. Je n'ai pas pris la peine de lui faire un cours de droit de la famille. J'ai juste répondu calmement, le juge vous donnera la définition légale exacte au tribunal. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. J'ai donné plein pouvoir à mon avocat pour gérer tout ce qui suivait. Toutes les communications, négociations et présentations de preuves seraient gérées par des professionnels. J'ai complètement coupé sa capacité à me harceler ou à me faire culpabiliser en privé. Une fois qu'ils ont entendu mes demandes, mes beaux-parents ne pouvaient plus rester en place. Laissant tomber toute leur arrogance précédente, ils ont commencé à demander frénétiquement à des amis et à des parents de faire passer des messages, implorant la paix. Ils ont cessé de dire que j'étais infidèle à la famille ou que je ne méritais pas Julien. Au lieu de cela, ils ont souligné à plusieurs reprises que les affaires de famille devaient être discutées en privé, disant qu'ils étaient prêts à payer un règlement à l'amiable. Ils me suppliaient juste de laisser tomber le procès, de le garder hors du tribunal et de sauver la réputation de la famille Dubois. Après avoir fermement rejeté tout règlement privé, mon avocat a officiellement déposé l'affaire. Le tribunal a rapidement programmé une médiation préjudiciaire obligatoire. C'est une procédure standard dans un litige de divorce, et c'était la dernière chance désespérée de la famille Dubois. Jusqu'à ce moment, il s'accrochait encore à l'illusion qu'il pourrait utiliser la médiation pour me manipuler, jouer la victime, rejeter la faute, effacer leur tort et me forcer à reculer. Le jour de la médiation, toute la famille Dubois s'est présentée. Julien était habillé proprement,
mais délibérément coiffé pour avoir l'air hagard et misérable. Il gardait la tête baissée, fronçant les sourcils, agissant comme un homme écrasé par un cœur brisé. Plein de regrets, essayant de gagner la sympathie du médiateur. Ses parents le suivaient de près. Ils ont laissé tomber l'attitude suppliante qu'ils avaient utilisée en privé et ont remis leur masque d'aîné respectable. Ils avaient l'air sévères, cachant une fausse confiance. Non seulement cela, mais les deux parents qui avaient attisé les flammes au dîner et répandu des rumeurs par la suite se sont également présentés. Ils pensaient que leur ragot n'était que des bavardages inoffensifs et voulaient soutenir la famille Dubois, espérant que leur présence ajouterait de la pression, tordrait le récit et me forcerait à abandonner les demandes financières et les poursuites. Une fois que tout le monde était assis dans la salle de médiation, le médiateur a d'abord essayé de vérifier les affirmations des deux parties. Avant même que je puisse parler, mes beaux-parents ont lancé leur attaque, parlant rapidement pour inverser la vérité. Ma belle-mère a affirmé que pendant 3 ans, j'étais resté à la maison à gâcher ma vie, à négliger la famille, à ne pas tomber enceinte, et que j'avais une personnalité têtue et impitoyable. Elle a affirmé que j'étais à 100% responsable de l'échec du mariage. Mon beau-père l'a soutenu, déclarant que Julien payait toutes les dépenses du ménage. Il a affirmé que je n'avais rien contribué et que mes allégations d'abus et d'exploitation étaient totalement fabriquées. Julien a suivi leur exemple, continuant sa routine de victime, simulant un noble compromis pour ressembler au mari aimant. Il a regardé impuissant le médiateur et a déclaré qu'il n'avait jamais voulu divorcer. Il a affirmé que l'incident du dîner n'était qu'un moment de colère. Il a dit que tous nos conflits n'étaient que des frictions conjugales normales et que j'exagérais en engageant une action en justice. Il a déclaré qu'il était prêt à pardonner inconditionnellement mon comportement enfantin, demandant seulement que nous revenions à la vie normale, m'accusant subtilement d'être avide et malveillante en cherchant un dédommagement. Les parents qui les accompagnaient étaient encore plus éhontés. Ils ont interrompu bruyamment, répétant leur précédente campagne de diffamation. Ils m'ont accusé de n'avoir aucun respect pour mes aînés, de jeter la dignité de la famille, d'être sans cœur et d'être obsédé par l'argent. Ils ont dit que porter un différend familial devant les tribunaux était exagéré et totalement déraisonnable. Pendant un moment, tout le monde de leur côté dans la salle de médiation s'est ligué. Ils essayaient d'utiliser le simple nombre et l'ancienneté sociale pour me réprimer, reproduisant le piège exact qu'ils avaient tendu au dîner de famille. Ils voulaient utiliser la mentalité de groupe pour me forcer à me rendre. Ils étaient absolument sûrs que je n'avais pas de preuves tangibles. Ils étaient sûrs qu'ils pouvaient tordre les faits verbalement et s'en sortir indemnes. Face à leurs mensonges collectifs et à leur déni unifié, je suis resté parfaitement calme. Je n'ai pas argumenté un seul mot. J'ai juste fait signe à mon avocat de présenter la chaîne de preuves complète à la salle. D'abord, l'enregistrement audio du dîner de famille a été diffusé. Il a clairement recréé tout l'événement. Tout le monde mangeant la nourriture que j'avais préparée, les critiques sans fondement, l'humiliation publique de mes beaux-parents, les parents se joignant à l'attaque, et Julien exigeant impitoyablement le divorce et me disant que je partirais les mains vides. Chaque mot a été rejoué, d'une clarté cristalline. Les mensonges qu'il venait de raconter se sont instantanément brisés. L'illusion de la famille harmonieuse et attentionnée et de l'épouse folle et dramatique s'est effondrée là, dans la pièce. Ensuite, l'avocat a diffusé l'enregistrement de l'appel téléphonique de fin de soirée. Julien admettant personnellement que sa famille avait tendu un piège, reconnaissant qu'ils m'avaient tous harcelé, admettant sa violence psychologique à long terme et avouant avoir secrètement transféré nos fonds communs. Le témoignage complet prouvant sa faute conjugale. Ses confessions privées, jetant sa famille sous le bus et exposant ses propres défauts, sont devenues une preuve irréfutable. Après cela, 3 ans de reçus, de relevés de cartes de crédit pour les courses, les achats de meubles et les factures du ménage ont été présentés un par un. Cela a complètement anéanti leur calomnie selon laquelle je ne contribuais en rien et que j'étais une profiteuse. Enfin, les captures d'écran complètes du groupe Facebook de la famille, la chronologie des rumeurs et de la diffamation ont été clairement affichées, verrouillant fermement la diffamation malveillante commise par les parents qui les avaient accompagnés. La chaîne de preuves formait une boucle fermée parfaite, absolument indéniable. Après avoir examiné les documents, les yeux du médiateur étaient clairs et strictement professionnels. Ils avaient vu la vérité absolue de la situation, regardant leurs mensonges être systématiquement détruits. Mes beaux-parents ont paniqué. Leurs visages sont devenus pâles. Ils ont essayé d'expliquer frénétiquement, contredisant instantanément tout ce qu'ils venaient de dire quelques instants auparavant. Ils n'arrêtaient pas de changer leurs histoires. Leurs excuses pleines de trop.
Plus ils expliquaient, plus ils avaient l'air pathétiques. La personnalité soigneusement conçue de Julien, celle du mari profondément repentant et aimant, s'est complètement désintégrée. Son faux air hagard a disparu, remplacé uniquement par une pure panique et anxiété. Il ne pouvait plus jouer la victime innocente. Il n'osait plus prononcer un autre mot sur le fait de me pardonner ou sur le fait que j'exagérais. Il est resté assis dans un silence de mort, incapable de se défendre. Les plus pathétiques de tous étaient les deux parents. Ils pensaient qu'ils venaient juste pour apporter un soutien moral. Ils ne s'attendaient jamais à ce que les preuves tangibles de leur humeur malveillante et de leur diffamation soient affichées publiquement, verrouillant complètement leur culpabilité. Mon avocat a fermement fait glisser le dossier sur la table, regardant droit dans les yeux de mes beaux-parents. Voici les relevés bancaires montrant des transferts non autorisés aux parents de Julien. C'est une dissipation d'actifs de Manuel. Selon la loi de l'État, ma cliente a droit à un remboursement complet, plus une répartition de 50% de la valeur de la maison. Si nous allons au procès, Julien paiera également nos frais d'avocat. Quant aux publications Facebook, nous sommes prêts à déposer une mise en demeure aujourd'hui. Le médiateur a simplement hoché la tête, rappelant à Julien que les juges pénalisent fortement l'infidélité financière. Ils sont tous les deux devenus blancs comme des draps. Complètement terrifiés, ils ont instantanément laissé tomber leurs attitudes arrogantes et ont commencé à s'excuser abondamment, implorant pathétiquement mon pardon. Ils n'arrêtaient pas d'expliquer que ce n'était que des ragots, qu'ils ne connaissaient pas les limites, que ce n'était pas de la malveillance intentionnelle. Ils me suppliaient juste de ne pas les poursuivre en justice. J'ai regardé froidement. Je ne laisserai pas une seule personne qui a participé à me blesser s'en tirer. De Julien qui a mené la charge pour me faire partir aux beaux-parents qui ont orchestré les abus en passant par les parents qui se sont ajoutés et ont répandu des mensonges, tout le monde a participé. Tout le monde était en faute. Par conséquent, tout le monde ferait face à des conséquences, sans exception. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai rendu ma position parfaitement claire. Je maintenais toutes mes demandes légales, absolument aucun règlement à l'amiable, absolument aucun abandon des poursuites, aucun pardon. Les preuves de la mauvaise conduite de la famille Dubois étaient indiscutables. Ils devaient légalement payer la prestation compensatoire pour mon travail de femme au foyer, payer des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, restituer tous les fonds secrètement transférés, et les biens matrimoniaux seraient divisés en ma faveur en raison de leur mauvaise conduite. Quant aux parents qui ont commis une diffamation, je me réservais le droit de les poursuivre en justice. Que je retire les accusations ou que je leur pardonne dépendait entièrement de moi. La médiation préjudiciaire s'est totalement effondrée pour eux. La famille Dubois n'avait aucun espoir de renverser la situation. Plus de place pour mentir. Face à la preuve irréfutable, mon avocat a fermement fait glisser le dossier sur la table, regardant droit dans les yeux de Julien. Voici les relevés bancaires montrant des transferts non autorisés à vos parents. C'est une dissipation d'actifs de Manuel. Selon la loi de l'État, ma cliente a droit à un remboursement complet, plus une répartition de 50% de la valeur de la maison. Si nous allons au procès, les juges voient très mal l'infidélité financière, et vous paierez probablement aussi nos frais d'avocat. Quant aux publications Facebook, nous sommes prêts à déposer une plainte en diffamation contre vos parents aujourd'hui. Le médiateur, maintenant une position neutre, a simplement hoché la tête et a rappelé à Julien que porter cette affaire devant les tribunaux mettrait tous ses dossiers financiers dans le domaine public. Voyant que perdre au tribunal était une certitude garantie et que l'indemnisation, le partage des biens et les frais de justice étaient inévitables, Julien et ses parents ont totalement perdu leur ancienne arrogance. Pour éviter un procès public brutal qui laisserait une trace publique permanente et détruirait complètement leur réputation, ils ont été contraints de cesser toute résistance. Sur le champ, ils ont baissé la tête, ont abandonné et ont accepté toutes mes conditions dans leur intégralité. Les deux parties ont signé l'accord de médiation sur place. Chaque clause était juridiquement contraignante, noir sur blanc. Julien a dû rembourser intégralement l'argent secrètement transféré de sa propre poche. Parce qu'il a délibérément dissipé les biens matrimoniaux, la valeur de la maison a été fortement partagée en ma faveur. De plus, il a accepté de verser une généreuse pension alimentaire forfaitaire pour régler l'affaire, plus la couverture à 100% de mes frais de justice sans aucune déduction ni retard autorisé. Les deux parents bavards étaient si effrayés qu'ils ont perdu tout leur courage. Immédiatement après avoir quitté le bâtiment, ils m'ont envoyé d'énormes excuses par SMS, implorant la pitié encore et encore, promettant de ne plus jamais dire de mal de moi, me suppliant simplement d'abandonner les menaces de diffamation.
J'ai calmement accepté leurs excuses, mais j'ai gardé mon droit de poursuivre, leur laissant un avertissement permanent pour qu'ils passent le reste de leur vie à se souvenir du coup du harcèlement et de la calomnie des autres. En sortant du palais de justice après la médiation, Julien m'a désespérément poursuivi. Dépouillé de toutes ses postures arrogantes, il avait l'air pathétique et désespéré, faisant une dernière tentative pour me reconquérir. Les yeux rouges, il a promis à plusieurs reprises qu'il couperait complètement les ponts avec sa famille toxique, cesserait de parler aux parents, me remettrait tout son salaire et ferait toutes les corvées, me suppliant juste de déchirer l'accord et de lui donner une dernière chance. Mes beaux-parents ont également abandonné leur statut d'aîné. Fini leurs visages amers et méchants. Ils parlaient doucement, s'excusant et se repentant sans cesse. Ils ont admis qu'ils ne m'appréciaient pas, que leur harcèlement et leur contrôle avaient personnellement détruit leur vie paisible au cours des 3 dernières années. Face à leurs supplications collectives, je suis resté complètement impassible du début à la fin. Leurs remords n'ont jamais été une véritable prise de conscience de leurs erreurs. C'était juste la douleur de perdre leur chance de m'exploiter, le pincement de graves pertes financières, l'humiliation d'une réputation ruinée et l'amertume de la défaite. Je ne leur ai donné aucune autre réponse. Je me suis retourné et je suis parti tout droit, laissant complètement derrière moi le groupe de personnes profondément regrettantes. Ce mariage, qui a commencé par leur cruauté égoïste et s'est terminé par leur chute complète, était officiellement terminé. Quelques jours plus tard, les papiers du divorce ont été officiellement finalisés. Chaque paiement et transfert d'actifs a été déposé sur mes comptes. Nous étions quittes. Plus de liens. La famille Dubois a fini par perdre à la fois son argent et un membre de sa famille. Leur réputation dans leurs cercles sociaux et leur quartier a été complètement ruinée. Tout le monde savait qu'ils étaient une famille cruelle, égoïste et ingrate qui harcelait leur belle-fille. Toutes les louanges qu'ils recevaient autrefois ont disparu. Amis et parents les évitaient comme la peste, coupant tout contact. Sans moi pour entretenir la maison jour après jour, leur maison s'est transformée en une coquille froide, désordonnée et vide. Personne ne cuisinait ni ne nettoyait. Personne ne s'occupait des petites choses. Personne ne fournissait un filet de sécurité et de tolérance. Mes beaux-parents se disputaient quotidiennement à propos des tâches ménagères. Julien devait supporter toute la pression seul, passant chaque nuit à se noyer dans les regrets, impuissant à sauver quoi que ce soit. La vie paisible et chaleureuse qu'ils avaient personnellement brisée en morceaux ne pourrait jamais être reconstituée. J'ai quitté mon appartement temporaire et j'ai acheté un tout nouvel endroit bien à moi. C'était spacieux, lumineux, propre et libérateur. Il m'appartenait entièrement. Pas de sacrifice sans fin, pas d'endurance sans fond, pas d'abus condescendant. Je n'avais à plaire à personne. Je n'avais à accommoder personne. Le jour où tout a été finalisé, j'ai bloqué et supprimé les numéros de téléphone de Julien, de mes beaux-parents et de chacun de ses parents toxiques. J'ai effacé toutes les interactions passées, coupant complètement tout lien avec cette famille. Dorénavant, les montagnes sont hautes et les routes sont longues. Nous irons chacun de notre côté et ne nous croiserons plus jamais. J'ai survécu à 3 ans d'endurance et de grief. J'ai réglé les comptes pour tous les traitements injustes. J'ai repris tout ce que j'ai sacrifié avec ma dignité. En m'appuyant sur ma propre clarté et ma propre détermination. J'ai brisé les chaînes et j'ai complètement renversé la situation. Ceux qui m'ont négligemment épuisé et piétiné ma dignité ont avalé le fruit amer de leurs propres actions et ont fini par une défaite totale. Le sombre passé est complètement derrière moi. Pour le reste de ma vie, je ne vivrai que pour moi-même. Pure, libre, ouverte et sans encombre.